Ok, donc déjà merci d'être là parce que c'est la dernière conf de la journée, donc merci d'avoir choisi de venir voir mon talk. En gros, c'est comment est-ce qu'on peut faire un pass pour son équipe en 20 minutes. Donc déjà, je vais juste me présenter rapidement. Je m'appelle François Technay, je suis DevOps dans une société montpelliéraine qui s'appelle Tabmo. On fait une plateforme de RTB, donc c'est de l'enchère en temps réel dans l'univers de la pub pour mobile. On fait ça avec des trucs super cool, du Scala, du Spark, du Kafka, du Druid, bref. Si je dis ça, c'est juste qu'on recrute et que j'ai plein de goodies. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @ftchain et je suis aussi Jug Leader sur Montpellier et on défraie. Donc si vous voulez venir spiquer aussi chez nous, n'hésitez pas à venir. Voilà, donc ça c'était l'instant promo, c'est fait. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Donc là, typiquement, ce qu'on doit faire, c'est dans 20 minutes, je dois avoir setupé une machine dans le cloud. C'est le script que j'ai lancé qui a lancé une machine dans le cloud. Donc j'avais même pas la machine à la base. Je vais avoir un pass qui va tourner, je vais avoir déployé 2 applications, dont une qui utilise une base RuffingDB qui sera aussi hébergée sur ce serveur-là. En 20 minutes. Donc du coup, j'ai mis le YOLO Meter à fond. Pour refaire ça chez vous, c'est assez simple. Il vous faut un petit serveur Ubuntu 14.4+, un domaine si possible wildcard pour faire du vhost. Et après, niveau performance, on s'en fout. Là, je suis sur un Skylwave S1, donc c'est 2 cœurs, 2 Go de RAM. J'ai fait tourner ça sur un T2 micro. Donc du coup, c'est quoi le contexte ? Alors, est-ce que vous savez jamais arrivé dans votre boîte de vous dire « Putain, j'ai une idée, j'ai un tool, ça serait super pratique pour tout le monde. » Vraiment une super idée, un petit truc en interne, vraiment pas prise de tête. Et puis, vous le développez, vous êtes content, vous faites tester à vos potes, tout va bien. Et là, vous vous dites « Allez, je vais le mettre à dispo pour tout le monde. » Et là, vous allez voir vos ops ou votre manager et vous dites « Je peux le déployer où ?» Et là, on vous dit, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, ou alors on vous dit, démerde-toi, et généralement, ça finit à aller dans le système pour la prod, qui gère du scheduling, qui gère de l'autoscaling, qui gère du failover, enfin des trucs, vous en foutez, vous faites un tool. Vous voulez juste faire un truc pour vos potes, et vous voulez mettre quelque chose à dispo rapidement. Donc du coup, en fait, qu'est-ce que c'est la solution? Généralement, c'est de mettre en place un pass. Donc on a tous généralement testé le Heroku, vu que ça marchait pas mal, mais bon, on n'a pas trop envie de payer. Parce qu'on se dit que finalement, toutes nos apps, elles n'ont pas vraiment besoin d'avoir toutes les problématiques de la production. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est un outil qui soit simple, qui soit facile d'utilisation et qui soit low feature. Alors pourquoi est-ce que c'est con de dire que c'est low feature? Parce que généralement, on cherche beaucoup de features. C'est simplement que plus c'est low feature, plus c'est simple. Donc généralement, on cherche ça. Moi, j'ai eu l'occasion de chercher ça quand je me suis retrouvé à gérer le serveur du Jug Montpellier. C'est-à-dire le Jug Montpellier, on hébergeait notre site sur Heroku. Et puis un jour, on a acheté un serveur, parce qu'on avait du budget. Et donc, on a pris un gros serveur. Qui dit gros serveur dit des gens qui veulent déployer des apps. Et là, je me suis retrouvé avec une autre problématique, en plus de tout ça, qui est de dire « Ah ouais, mais il y en a, ils veulent chacun des trucs différents. » Typiquement, il y en avait un, le président, qui lui était fan d'Heroku, il voulait builder avec des build packs. C'est ce qu'il voulait. Moi, je suis un peu un Docker fanboy, donc du coup, je disais « Ah bah non, on va faire des Dockerfiles quand même. Je veux dire, on va arrêter avec les build packs, c'est bien joli, mais bon. » Et après, on a aussi Jean-Michel J'aime pas deploy. Ça, c'est celui que vous avez tous. C'est celui qui dit « Moi, j'ai du code source, je veux que ça parte. Je m'en fous. » Et donc j'ai cherché, et j'ai fini par trouver quelque chose qui me semblait plutôt pas mal, qui s'appelle Doku. Alors Doku, c'est quoi? C'est un petit projet open source, qui a quand même du sponsoring de 2 boîtes plutôt intéressantes que sont DIS et Digital Ocean, donc c'est pas forcément, on va dire, les premiers, c'est pas Amazon ou Google, mais bon, c'est Digital Ocean, c'est quand même un bon provider de cloud public, et DIS, c'est quand même des gens qui font de l'orchestration avec maintenant du Kubernetes, mais à la base, ils avaient essayé de faire leur propre truc, donc c'est plutôt pas mal. Et leur motto, c'est de dire en gros, Doku, c'est un Docker Powered Mini Heroku. Donc en gros, c'est un Heroku en tout petit, avec du Docker à l'intérieur. Et c'est la plus petite implémentation de pass que vous pourrez trouver. Globalement, la première version, c'était 200 lignes de bash. Il se base sur des principes assez simples. En gros, on part du même principe que Heroku, donc on va faire du push mode, c'est-à-dire que c'est votre client qui va venir vous envoyer l'information. On va gérer du multi-source format, ça c'est ce qu'on fait en plus de Heroku, le fameux build pack, Dockerfile. Du code, on va aller jusqu'à un conteneur. Après ce conteneur-là, on va le déployer, on va le rendre accessible soit via Port Binding, soit via du vhost. On veut, si possible, que ce soit fully SSH manageable. Donc en gros, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir à s'embêter à devoir se connecter sur la machine pour pouvoir faire des actions dessus. Parce qu'on n'a pas envie de filer les passes à tout le monde, ça emmerde tout le monde d'aller faire un SSH.
Et après, ils ont rajouté autre chose qui est plutôt intéressant, c'est un système plugin base, c'est pour l'extension, parce que c'est quand même pratique, parce que quand on est low feature, bah, des fois on est limité, donc on aime bien pouvoir venir rajouter des choses. Donc du coup, comment ça marche tout ça? Alors déjà, c'est une seule machine. Alors, pourquoi est-ce que c'est pratique d'avoir qu'une seule machine? C'est parce que du coup, en fait, sur les orchestrateurs, là où vous perdez le plus de temps, là où c'est le plus compliqué de faire un pass, ou même une solution d'orchestration, c'est quand vous êtes multi-machine, c'est de faire la connexion entre les machines, gérer les sous-réseaux, gérer tout ce genre de choses. Si vous mettez qu'une seule machine, vous en fichez. Et comme nous, notre but, c'est d'avoir quelque chose de très simple, c'est encore plus simple pour vous. Vous avez une machine, vous la popez, vous installez, c'est fini. Après, comment on va faire le push de l'information? En gros, vous avez votre code repository qui est sur GitHub, quelque part, dans un Git. Vous allez avoir votre Git local. Vous allez faire comme sur Heroku, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez déclarer un remote qui sera en fait votre serveur Docker qui sera votre pass. Vous allez faire un push dessus. Lui, derrière, il va utiliser un tool Git Receive. Donc, il va récupérer votre code source. Il va juste faire un peu d'analyse dessus. Il va regarder est-ce qu'il y a un Dockerfile, est-ce qu'il n'y a pas de Dockerfile. Il va faire du build. Donc, s'il y a un Dockerfile, il va juste faire un Docker build, tout simplement. Ça va vous donner votre conteneur final de votre application. Et sinon, il va lancer un truc qui s'appelle HeroQuish. C'est quelque chose qui va simuler en fait le comportement de Heroku, c'est-à-dire qu'il va aller télécharger le buildpack, il va compiler l'application, sauf qu'on va faire ça à l'intérieur d'un Docker, qu'on va venir le taguer automatiquement, et du coup, ça va nous donner un conteneur aussi à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, même si on a plusieurs sources d'informations au sein de notre application, qu'on a plusieurs manières de le builder différemment, on arrive toujours au même final, c'est-à-dire un conteneur. Et après, ce conteneur, en fait, tout simplement, on va le faire runner, on va le laisser runner dans l'espace Docker. On ne va même pas l'ouvrir à l'extérieur, en fait. On va vraiment le laisser tout simplement. Et ce que va faire Docker, c'est qu'en fait, il va gérer un Nginx en frontal, dans lequel il va venir rajouter des confs. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va router des requêtes qui viennent de l'extérieur vers vos conteneurs en train de tourner. Alors comment ça marche? C'est assez simple. Typiquement, si je reçois une requête qui dit que je veux taper mon application 1, là on part du principe qu'on fait du vhost, pas du port mapping. En gros, on va avoir une configuration Nginx qui va déterminer qu'en fait, on a un server name qui gère ce application 1.mydomain. C'est cette conf-là. Et cette conf-là, la seule chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un proxy pass vers l'IP du conteneur en interne. Donc c'est elle qui va gérer. Donc en gros, vous allez vous retrouver à avoir votre requête qui part dans votre conteneur, va être traitée et va être renvoyée. Mais votre conteneur, finalement, vous n'avez jamais eu besoin de gérer à aucun moment et à l'ouvrir sur l'extérieur. C'est plutôt malin comme solution. Alors après, il y a plein de features, même si c'est low feature. On va essayer de voir globalement ce que ça peut proposer, parce que c'est plutôt intéressant. Alors les core features, c'est simplement du remote command. Donc typiquement le fameux pour le manager en SSH. Donc en gros, on va pouvoir quasiment tout exécuter au sein de Docker et tout configurer à partir d'une configuration SSH, via du SSH command. On fait de l'application de management, donc on peut faire du scaling, on peut faire du rebuild, on peut faire du restart, on peut faire beaucoup de choses en fait. On va avoir une feature de base qui est le zero downtime. En gros, c'est ça vous permettre... Ah, ça c'est le truc que j'ai lancé derrière. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais en train de parler, j'ai ma machine qui s'est popée dans le cloud. Et ça, c'est juste la page de fin d'installation. Donc dans le temps où j'ai commencé à lancer le script, et maintenant, j'ai démarré une machine dans le cloud et j'ai fini d'installer le pass. Donc là, théoriquement, une fois que j'ai fait finish, j'ai un pass fonctionnel sur le cloud. On a mis 10 minutes. C'est plutôt pas mal. Donc le zero downtime, le principe, c'est juste que votre application, quand vous la redéployez, quand vous la mettez en place, votre Docker, quand il démarre, il a un petit temps. Vous savez, ce fameux petit temps qui, des fois, pose problème dans vos links avec Docker Compose. Du coup, ce que fait Docker, c'est qu'il part du principe qu'il va attendre, il va laisser du temps à votre applicatif pour démarrer, vous pouvez le configurer. Il y a le multisource management, donc j'ai dit buildpack Dockerfile, mais on peut aussi faire directement de la Docker image pure sur Docker Hub ou n'importe quel repository Docker, et aussi du tarfile, pour ceux qui ont encore des gros 10 zip. Domaine configuration, pour gérer plusieurs domaines sur votre application. Gestion de variables d'environnement, bien évidemment. Et après, tout ce qui est gestion de proxy et port management. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tout est pensé en forme de plugin, en fait. C'est-à-dire que même les features que je viens de donner, qui sont le kernel de Docker qui s'est installé, c'est un plugin. Donc on peut vraiment tout étendre. Après, il faut aimer faire du bash. Typiquement, des plugins, il y en a un gros écosystème. On en a plein. Database, Postgre, Redis, Elastic, MySQL. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour pouvoir lancer des applications derrière.
On peut venir étendre toutes les features de Docu, donc on peut venir ajouter typiquement du SSL avec Let's Encrypt automatique, on peut venir ajouter de l'authentification HTTP, des ACL pour les utilisateurs, des build hooks. Le build hook, c'est moi qui l'ai fait, s'il vous plaît, installez-le. Le build hook, il fait 14 lignes de bash, hein. Le readme est plus gros que le plugin. On peut faire aussi des choses assez marrantes, on peut venir typiquement mettre du webhook call, on peut venir faire une intégration dans Slack. Nous, on a une super intégration Slack qui nous dit à chaque fois qu'on redéploie un truc sur le site du Jug, c'est génial. Ça arrive une fois tous les 3 ans, mais c'est pas grave. Et donc du coup, c'est l'heure de la démo, c'est là où on va beaucoup rigoler. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, derrière, j'ai tout automatisé parce que 20 minutes, c'est court. Donc du coup, une fois que ça a fini d'installer, j'ai lancé le déploiement des 2 applications. Donc en fait, comment ça marche? De manière très simple, là j'ai une application qui est un Hello World JavaScript avec du Node.js standard. C'est même des modifications du Getting Started Heroku. J'ai juste rajouté un remote add docu en fait sur mon serveur, donc j'ai utilisé l'username docu at, mon nom de domaine c'est docu.ftchain.xyz. Et j'ai mis comme repository, enfin comme branch target, j'ai juste utilisé le nom de mon application. Donc je veux que mon application s'appelle Hello. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Là on a les logs du serveur, donc en gros il a juste récupéré l'application. On voit qu'il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui devait builder depuis Heroku-ish parce qu'en fait il n'y a pas de Dockerfile dans le système. Il a détecté que c'était du Node.js, il build, Node c'est verbeux, voilà. Il a fini, il a tagué un conteneur, même après avoir buildé avec du build pack. Il a détecté qu'il fallait qu'il scale un web à 1. Et après, il a démarré. Donc là, normalement, si on va voir hello docu ftchain.xyz, il y a mon application. C'est aussi simple que ça. Bon, vous allez dire, c'est une application, dans la vraie vie, normalement, une application, ça a un back-end. Donc du coup, j'ai prévu le coup. Je vais juste faire une petite modif pour montrer que c'est pas du flanc et que c'est pas quelque chose que j'avais précété. Donc ici, on a une autre application. Celle-là, c'est la To-Do RefingDB officielle que j'ai récupérée. Me jugez pas sur le code, il y a du Bower et du Angular machin, j'ai juste fait que récupérer. C'est pas moi, je vous jure. La seule chose que j'ai fait, c'est rajouter un Dockerfile. Elle est là. Donc du coup, on va juste aller voir les différences. Vous allez voir qu'il n'y en a pas énormément, à part que NPM, c'est encore plus verbeux. C'est sûr que vous aviez envie de voir ça en fin de journée, de me regarder, crawler. Donc, j'ai fait un remote add, j'ai utilisé la même méthode, sauf que ce coup-ci, au lieu de pusher directement et de laisser docu créer, en fait, j'ai fait des choses avant, c'est-à-dire que j'ai créé moi-même l'application. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire du drive par commande SSH. Donc, en fait, j'ai appelé le apps create to do, donc j'ai créé une app to do. J'ai créé une base RefingDB. De la même manière, j'ai fait un RefingDB create to do. J'ai linké mes 2 applications ensemble via le plugin RefingDB. Et après, j'ai bouché. Donc théoriquement, si je vais à la fin, voilà. J'ai mon super to-do. Et si je fais un petit CTRL F5, vous voyez que c'est pas perdu, j'ai bien une base de données qui est derrière. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, on a vraiment la capacité de faire pas mal de choses assez facilement avec un système comme ça. Là, j'ai pas le temps de vous montrer toutes les choses, parce que clairement, c'est un peu court, 20 minutes. D'ailleurs, je crois que je suis pas très loin. Bon, alors, on va juste parler vite fait, de faire une petite conclusion par rapport à ce que je viens de faire là, dans les 15 minutes. Docu, c'est cool. Moi, je l'utilise pour gérer un serveur. Clairement, c'était la bonne solution. Ça me permet d'avoir un système plutôt sympa que tout le monde peut utiliser rapidement sans avoir à trop m'embêter à le gérer. Parce que j'ai un travail aussi dans la vie à côté. J'ai pas le temps forcément de le gérer. Donc, pourquoi c'est cool? Tout simplement parce que j'ai monté un pass dans un temps record. Ça peut être étendu avec des plugins. Clairement, les plugins sont très rapides à faire. Il faut juste comprendre un minimum le bash et je peux vous dire que c'est pas difficile. Ça gère des build packs, du Dockerfile, du Tarfile, de la Docker image. Donc du coup, on a quand même pas mal de possibilités. C'est-à-dire que ça convient généralement à toutes les personnes. Vous n'êtes pas obligé de forcer quelqu'un à venir faire du build pack, vous n'êtes pas obligé de forcer quelqu'un à faire du Dockerfile s'il n'a pas envie. On peut faire de l'application linking. Là, j'ai mis une base de données, mais typiquement, vous pouvez lier vos applications entre elles. Vous n'êtes même pas obligé d'exposer certaines de vos applications sur le web. Vous pouvez très bien la lancer, la lier, et ça peut vous servir de middleware en mettant du RabbitMQ, par exemple.
Et après, on a quand même des features assez cool. Là, il y a 2 jours, on m'a demandé à ce que la moitié des applications passent en SSL. Du coup, j'ai juste eu à installer le plugin Let's Encrypt. J'ai fait Let's Encrypt, le nom des apps, et tout à coup, je me suis retrouvé à avoir tous mes sites en HTTPS. Gratuit, hein, bien évidemment, Let's Encrypt. C'est tout pour moi. Je vais continuer à faire des trucs derrière, je vais scaler, je vais vous montrer qu'il y a les modifs, mais je vais prendre les questions maintenant parce que c'est pas très cool de regarder juste des logs de déploiement. Donc voilà, c'est bon pour moi et on va juste continuer vite fait pendant que vous posez les questions. Ah, et 3 points d'exclamation, c'est important. Est-ce qu'on peut utiliser Ansible pour déployer là-dessus? Oui, alors moi j'ai même fait un truc encore plus méta, c'est-à-dire que si je vous montre le site du Jug Montpellier, en fait, j'ai lancé Jenkins dans Docu qui lance des commandes SSH pour lancer des choses dans Docu. Donc en gros, vous pouvez utiliser n'importe quel système qui fait du SSH. Tant que vous avez le repo et que vous appelez en SSH votre serveur, vous pouvez tout configurer. Mais il y a un plugin Ansible pour ça? Non, je suis pas sûr. Par contre, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un plugin vu que c'est juste du remote SSH en fait, pour le manager. Oui, il faudra l'écrire en Python, quoi, et après c'est bon. Après, vous pouvez directement le lancer. On va dire que là, c'est plutôt une gestion extérieure. Ah oui, j'ai oublié de le dire dans la conf, vous pouvez essayer de gérer votre prod avec, je vous le conseille pas. C'est pas un outil qui est fait pour gérer une prod, hein. Je l'ai pas mis, mais c'était sous-entendu. Pour gérer des applications qui tourneraient avec plusieurs conteneurs, est-ce qu'il faut forcément les linker avec des commandes SSH, des choses comme ça, ou est-ce qu'on pourrait par exemple utiliser un fichier Docker Compose? Alors ça dépend. Il y a un plugin qui s'appelle Require, qui est on va dire le plugin le plus compliqué, qui ne fait pas de Docker Compose, qui permet en fait de lancer d'autres plugins, de lancer d'autres commandes en fait de manière automatisée. Il n'y a pas de gestion de Docker Compose. Mais après, pourquoi pas faire un plugin qui vienne gérer du Docker Compose en fait. C'est vraiment juste que pour le moment, ça rendrait le système très compliqué. Donc du coup, ils ont préféré rester sur la notion de dire si vous devez lier des conteneurs, en fait, vous allez créer les apps, les lier entre elles et après vous allez déployer. C'est vraiment c'est là où je veux venir sur le low feature. Vraiment, pas se prendre. Enfin, c'est chiant pour vous, mais c'est vraiment très simple. Ça a l'air bon. Ah oui. Oui, donc là vous avez parlé au niveau de, faut pas l'utiliser en prod, mais typiquement pour gérer, je vois typiquement déployer un GitLab ou ce genre de choses, c'est ah oui, non, c'est tip top quoi. Enfin, quand je dis pas utiliser en production, c'est espérez pas utiliser quelque chose que vous voulez scaler à l'infini, sur lequel vous allez avoir un gros failover. Oui, clairement, vous pouvez héberger votre GitLab, c'est tout à fait possible, oui. D'accord. Après, moi typiquement, toute la prod du serveur du Jug Montpellier et avec ça, c'est juste que moi j'ai fait le choix parce que j'ai pas envie de mettre un gros système qui me prend trop de temps. On peut gérer des choses dessus. Après, c'est pas un orchestrateur de conteneurs, quoi. Clairement, vous attendez pas à avoir des features de fou à la Kubernetes ou à Docker Swarm, quoi. Ouais, 3/4 du temps, on n'a pas besoin de tout ce que fournit Kubernetes. Hein. C'est ça, c'est pour ça. Quand on fait tourner ça sur une machine. Ça a l'air bon. Je vois personne d'autre. Quelqu'un d'autre a une question? Non? Ah si. Si on veut déployer juste un war Java, la réponse c'est quoi? C'est faut le mettre faut en faire un conteneur ou... Alors il faut voir s'il y a un build pack qui gère ça, parce que s'il faut, ça existe. Sinon, effectivement, le mieux c'est de mettre un Dockerfile et de builder de mettre un Dockerfile qui qui lance Tomcat et qui va mettre le war à l'intérieur pour démarrer. C'est plus simple. En fait, on a des moyens de venir builder le jar avant d'arriver dans la compilation de Dockerfile. Et après, on fait juste une compilation, on injecte le war dans Docker et on prend une image Tomcat et on déploie cette application. C'est pour ça que j'ai fait le plugin Build Hook notamment, c'était pour les applications en Scala.
Et nous, dans notre équipe, on aurait envie d'avoir la possibilité de déployer rapidement des feature branch. Alors, mais pas du tout pour faire comme les géants du web qui, eux, ils font une feature branch et après, dès qu'ils sont contents de la feature branch, ils l'envoient en prod. Non, c'est potentiellement pour tester une feature, mais après l'entasser, puis en faire une autre, puis à la fin, on mettra en prod 5 features, classiquement, je dirais. Mais du coup, pouvoir non seulement pouvoir faire la revue du code de la feature branch, mais en plus pouvoir l'exécuter, la feature, quoi. Et du coup, ce genre de choses, ça pourrait permettre de déployer assez efficacement ce qu'il y a dans une feature branch. Alors ça, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est le prochain truc que je veux faire sur le site du JUG, c'est en fait tout simplement quand il y a une pull request qui arrive dans GitHub, en fait relancer l'application c'est juste qu'en fait le nom que je vais donner à l'application quand je vais la pusher sur Docu, je vais juste lui suffixer en fait le nom de la branche ou le nom de la feature. En fait, ça va la déployer. Dans la réalité, ce sera 2 applications complètement ségrégées pour Docu. Mais pour moi qui vais l'utiliser, j'aurai 2 applications avec 2 features qui seront déployées. Un petit peu dans la même idée, en fait. Typiquement, au niveau de notre société, on a de l'intégration continue avec Jenkins, et typiquement avec différents niveaux, des tests unitaires, intégration. Est-ce que ça a y a-t-il un intérêt de mettre en place, par exemple, Docu pour, par exemple, justement déployer tout un ensemble de processing qui vont communiquer entre eux, etc. Est-ce que c'est plus avantageux, par exemple, d'utiliser Docker Compose ou ce genre de choses? Non, le plus avantageux, c'est clairement d'utiliser Docker Compose pour faire des tests d'intégration, parce que c'est vraiment son idée de lancer plusieurs grappes de conteneurs ensemble. Là, on est vraiment sur un outil qui est vraiment... c'est typiquement le cas de figure de j'ai des apps, je veux les déployer, j'ai pas envie de me prendre la tête sur comment je vais les déployer, je monte ça et je les déploie. En gros, c'est comme si je vous donnais un pseudo Heroku, mais qui s'installe en 7 minutes et qui est gratuit. Donc c'est comme si, en gros, à chaque fois, il faut se poser la question, c'est est-ce que je le ferai sur Heroku? Si je le ferai sur Heroku, bah, ça vaut le coup de le faire. Si je le ferai pas sur Heroku, ça vaut pas le coup de le faire. Heroku, Clever Cloud, je sais que tu es à Nantes, donc du coup, la gestion de passe... Donc en fait, c'est vraiment plus un outil de DevOps ou d'IT pour faire plaisir aux développeurs. Tiens, c'est vachement bien, on le met en place, quoi. C'est pas un outil d'automatisation. Non, c'est absolument pas un outil d'automatisation. C'est vraiment prendre le concept du pass, essayer d'aller au minimum de features d'un pass, parce que le problème des passes, c'est qu'ils veulent toujours en faire beaucoup trop, de fournir énormément de features. Et des fois, c'est overkill, on n'a pas besoin de tout ça. Donc ce qu'on veut, c'est mettre un mini tool pour faire un pass et de pouvoir faire ce qu'on en veut, typiquement déployer une petite app, un petit tool, mettre une petite application, mettre un chat. Typiquement, on peut mettre un chat là-dedans. Le chat que vous ne savez pas trop le mettre dans votre entreprise, ça va très bien dans ce genre de choses. D'accord, merci. C'est bon? Bon bah du coup, bonne bière.